Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et soyez les bienvenus avec Philippe David pour m'accompagner. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile. Vous avez vu ce bonjour? Bonjour, c'est un petit côté Yves Mourouzi en plus féminin. Oui, Mourouzi, mais n'importe quoi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est le bonjour vous va vous bien. Savez qu'on nous dit toujours que quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous allez arriver à un entretien d'embauche, il faut soigner son bonjour. Absolument. Il faut un bonjour massif. Bonjour, dites-moi bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Ah, là, voilà. j'ai forcé ma nature, ma chère Cécile. Samuel Botton. Bonjour. Ah. Ça a une petite voix crooner américain. Non, ça c'est les trucs de week-end. Bonjour. Salut toi. Ça va? Faites-moi un bonjour Philippe David. Bonjour. Allez, très bien. Allez. Ça c'est du bonjour. Le 0,8. Et notre réalisateur Maxime, il fait bonjour comment? Bonjour. Ah, bah c'est très bien, c'est un très bon bonjour. Sinon, j'ai un extrait qui va peut-être vous choquer. Allez. Allez-y. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas dit bonjour. Et d'ailleurs, on ne dit pas bonjour à 18h, on dit bonsoir. Voilà, vrai, tout ça c'est pour aucun n'a calculé. Allez les amis, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, et on reviendra sur Emmanuel Macron qui devrait le 22 septembre prochain reconnaître l'État palestinien au nom de la France. Olivier Faure a invité les mairies à arborer le drapeau palestinien sur leur fronton. Et à cette question, drapeau sur les Palestiniens sur les mairies, vous dites à 73% que c'est scandaleux, à 17% que c'est électoraliste et à 10% que c'est normal. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors quand on voit les problèmes auxquels est confronté le pays, il n'y a pas de gouvernement, on est dénoté par Fitch, Olivier Faure pensait une chose, le drapeau palestinien au fronton des mairies, je me dis vraiment que nos politiques ont des priorités un peu bizarres. Et puis combien coûte aux contribuables l'inflation des agences d'État, des comités, des privilèges d'anciens ministres? C'est la question du jour. Alors oui, comité Théodule, agence d'État, privilège des anciens ministres, je ris, vous allez comprendre pourquoi. Faut-il mettre fin à ce gaspillage? Vous dites oui à 99%, la preuve que le vote est démocratique, on n'est pas à 100%. Et moi, je dis une chose, il faut mettre dans la langue française et demander à l'Académie française de mettre un mot qui vient de la langue de Cervantes, afuera. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h30. Voilà. Je pense que c'est consternant et qu'il y a une course aux électeurs, ou en tout cas à ce que la gauche ou les gauches pensent être les priorités des électeurs. C'est une prime qui est donnée aux terroristes. Moi, je préfère celle des mairies qui, en ce moment, pavoisent. C'est le cas de la mairie de Rouen, par exemple, depuis plusieurs mois, aux couleurs du drapeau israélien et du drapeau palestinien. Il va reconnaître un État qui ne peut plus exister aujourd'hui dans l'État où est la Gaza et la Cisjordanie. Donc en fait, il y a quelque chose, je vais vous dire presque de cynique dans la reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui. Donc ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des mesures, des sanctions très fermes vis-à-vis d'Israël. Les vraies voix Sud Radio. Alors la première question qui se pose, il y a deux questions dans cette information. D'une part, la reconnaissance de l'État palestinien le 22 septembre, Philippe Bilger, et autre fait important, c'est Olivier Faure qui propose, en tout cas, qui incite les mairies à ajouter au drapeau français le drapeau palestinien sur les frontons, le fronton des mairies. Qu'en pensez-vous? Alors sur le premier point, mes chers amis, je trouve que sur le principe, le président de la République a totalement raison. Je ne suis pas sûr, et là je répète ce que certains spécialistes ont dit, que c'était véritablement le bon moment pour le faire, alors qu'il y a encore des otages. Sur le second point, je trouve ça non pas scandaleux, mais totalement déplacé. Je peux comprendre, et on le démontre parfois sur ce plateau, qu'on puisse discuter du conflit israélo-palestinien en n'étant pas péremptoire ni sommaire, en comprenant, il y a eu la barbarie du 7 octobre, il y a eu des actions d'Israël qui maintenant peut-être commencent à durer, mais inscrire dans la réalité un choix politique aussi partisan, ça me choque. Alors la question qui se pose à mon avis, c'est pourquoi ce timing ? Pourquoi ce timing? Déjà, bon, je pense que déclarer, comme le fait Emmanuel Macron, l'État palestinien le jour du Nouvel An juif, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire. Et alors, un peu provoqué. Oui, c'est quand même un peu provoque, on peut dire, sachant qu'il y a quand même des otages détenus à Gaza dans des conditions abominables. Et malheureusement, on a l'impression, c'est comme pour Emmanuel Macron, hein, ça lui est tombé dessus comme
je sais pas, une lumière céleste, qui va pas dire, tiens, je vais reconnaître l'État palestinien. Bon, il y a quand même... C'est quand même de l'amateurisme le plus total en ce qui concerne Emmanuel Macron. Et je vais citer Michel Rocard, du tapinage électoral le plus cynique pour parler d'Olivier Faure. Samuel Botton. Comment dire sur la reconnaissance. Rocard qui était un des prédécesseurs de Faure. Vous saviez comment on l'appelait dans les équipes de Mitterrand? Rocard? Oui. Flipper, parce qu'on s'apprêtait à le faire plonger comme le dauphin. Je la connaissais pas celle-là. C'est une histoire. D'accord. Maintenant, pour revenir sur la question, je pense que Philippe a très bien résumé la question de la reconnaissance d'un État palestinien. C'est-à-dire, à un moment, ça ne doit plus être une question. On le traite et on passe à autre chose. Sur la question des drapeaux, Monsieur Faure, ma foi, comment vous dire que depuis quelques années, à la tête du PS, vous avez été en dessous de tout? Je ne peux pas imaginer une seule seconde. Alors, les trois questions que vous avez posées, les trois réponses qui sont proposées, me vont. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, c'est la ligne directrice que l'on choisit. Soit on décide d'afficher pléthore de drapeaux sur les mairies, et ça concerne le Rwanda, ça concerne l'Ukraine, ça concerne la Palestine et bien d'autres choses. Soit, si on veut rentrer dans cette logique de soutenir un État palestinien, on prend le problème dans sa globalité. Et je ne peux pas imaginer qu'un drapeau palestinien puisse être affiché sans un drapeau israélien à côté. Si vous êtes dans une logique de paix et qu'à un moment vous voulez une résolution de ce conflit, et à deux États. États. Alors après, il y a un autre débat qui existe. Un État binational, c'est aussi une question qui est posée. Pourquoi pas? C'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire aujourd'hui à ceux qui véhiculent un message de paix et qui veulent stopper ce conflit, vous ne pouvez pas afficher un drapeau sans en afficher un autre. Et après, pour rebondir sur ce que disait Philippe David, à un moment, on a d'autres priorités. Est-ce que les mairies ont nécessairement besoin d'être revêtues de drapeaux pour commémorer quelque chose? Restons dans une neutralité. On a un devoir de neutralité en tant qu'institution et institutionnelle, et à un moment, il faut le conserver. Déjà, c'était compliqué avec le drapeau européen, Philippe, vous vous souvenez? Bien sûr, mais précisément, Philippe, vous indiquiez, il y a d'autres priorités, mais je me demande si c'est pas en pleine conscience de priorité capitale qu'Olivier Faure nous détourne de celle-ci en nous parlant d'un drapeau palestinien. C'est tout de même d'une démagogie crasse. Est-ce qu'on divise quand on fait ça, encore plus? Est-ce qu'on divise? Alors, ça dépend. Est-ce qu'on divise? Je peux aller plus loin dans votre question. Est-ce qu'on divise l'électorat du nouveau Front Populaire? C'est la question subliminale que vous posez. Non, c'était un trait d'humour. Est-ce qu'on veut essayer de diviser une partie de l'électorat de Mélenchon pour le récupérer dans l'électorat PS? C'est là où je voulais en venir. Mais oui, mais surtout, ce n'est pas le moment. Et je le dis, je le répète, celui qui a quand même mis le feu aux poudres, il a un nom. Il s'appelle Emmanuel Macron. Parce que décréter comme ça, alors qu'il n'a même pas consulté la représentation nationale. Alors je veux bien qu'en France, on ait une constitution un peu monarchique, où le président fait un peu ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, mais il n'a consulté personne, et comme ça, il dit, moi je vais reconnaître un État palestinien. Ça aurait pas été bien de consulter les députés, les sénateurs? Il veut peser dans l'histoire, peut-être? Non, il veut montrer qu'il existe encore. C'est ça. Il est surtout dans le rôle du président à qui est réservé les questions internationales. Et il s'en empare parce qu'aujourd'hui, il lui reste ça, parce que il faut vraiment qu'il se tienne à distance, voilà, des affaires de l'intérieur, et qu'il laisse son nouveau Premier ministre œuvrer. Mais après, sur la question d'une reconnaissance d'un État palestinien, il ne fait qu'embrayer le pas à d'autres chefs d'État qui ont déjà pris cette voie. Reconnaître un État palestinien, très bien. Maintenant, la question centrale aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on met fin à ce conflit? On va en parler dans quelques instants. Vous bougez pas. 0826 300 300. Vous voulez réagir à ce débat? Vous êtes les bienvenus. Et puis, dans un instant, on reviendra aussi sur cette plateforme de covoiturage spécialisée pour acheter des cigarettes dans les pays frontaliers, ce qui fait bondir les buralistes. On va en parler. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, effectivement, et Philippe Bilger qui est avec nous, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et vous, 0826 300 300. On revenait sur cette information, Emmanuel Macron qui devrait le 22 septembre prochain reconnaître l'État palestinien au nom de la France, et Olivier Faure a proposé, en tout cas, a incité les mairies à arborer le drapeau palestinien sur leur fronton. Samuel est avec nous, un autre Samuel qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonsoir Samuel, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Votre avis sur cette question, sur le drapeau palestinien sur les mairies, est-ce que c'est normal, scandaleux, électoraliste? Quel est votre avis? Alors bonsoir à tous.
Alors oui, moi je pense que cette idée qu'a donnée Olivier Faure concernant la mise en place d'un drapeau palestinien dans les portons des mairies, ce n'est qu'à visée électoraliste. On va pas se voiler la face. On voit bien que les élections approchent, que le PS sont dans un ballonnement défavorable avec LFI, et donc automatiquement ils sont obligés de récupérer une partie de cet électorat pour pouvoir renforcer leur position. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, quelles sont les mairies jusqu'à présent qui ont mis un drapeau palestinien dans leur fronton? Ça va être que des mairies de gauche, des mairies communistes, des mairies qui sont affiliées à la France Insoumise. Donc on voit bien que ça, c'est vraiment d'un point de vue électoraliste et vraiment plus que par bonté d'esprit que de mettre un drapeau palestinien. Parce que ça va changer quoi, grosso modo, à part justement peut-être faire déplacer la problématique aujourd'hui que les Français rencontrent dans leur ville, c'est-à-dire l'insécurité ou les problèmes de voirie. En fait, c'est déplacer ça d'un point de vue international qui n'a aucun intérêt. Mais est-ce qu'il faut... Allez-y, Philippe. Mais est-ce que vous croyez, désolé, c'est machiavélique, que ça peut porter électoralement ? Parce que si vous prenez une mesure électoraliste, 17% des auditeurs de Sud Radio disent que c'est une mesure électoraliste. Est-ce que pour vous, elle peut porter électoralement ? Évidemment, et je vais vous dire même plus. Aujourd'hui, on parle des drapeaux palestiniens, même si on peut le décaler. On vous perd. Samuel, on vous perd. Philippe Bilger. Je ne crois pas que ça peut porter électoralement parce que les gens vont voir à quel point l'attitude d'Olivier Faure est d'un suivisme total. On sait que LFI est dans ce registre totalement injuste et je crois, et ça ne me fait pas bouger mon humeur, que en réalité ça va être contre-productif. On a récupéré Samuel. Oui, donc je disais rapidement que on voit bien qu'il y a même certaines mairies de droite qui eux mettent un drapeau israélien et des mairies de gauche mettent un drapeau palestinien. Donc il y a vraiment cette idée de se dire Nice par exemple qui a mis un drapeau. Christian Estrosi, Saint-Mandé, la mairie du 16e. Donc on voit bien que vraiment il y a un vrai impact. On peut le voir parce que sinon il ne l'aurait pas fait. Il y a vraiment une différence aujourd'hui entre mettre un drapeau palestinien et israélien en fonction de son électorat. Et ça se voit aujourd'hui dans les mairies qu'ils mettent. Samuel, bougez pas. Samuel Botton, est-ce qu'on a un devoir de neutralité quand même, une mairie? Totalement. Je pense qu'il faut, ne serait-ce que pour préserver les citoyens, parce que c'est aussi des questions qui peuvent créer énormément de cassures d'un point de vue social, humain, entre les différents citoyens. Et le rôle d'une institution, c'est de préserver ses citoyens. Ah oui. Aujourd'hui, juste pour rebondir à ce que disait Philippe, il a entièrement raison. C'est-à-dire penser que ça puisse avoir un résultat d'un point de vue électoral, c'est d'une bêtise sans nom. Pourquoi ? Aujourd'hui, le militant LFI, il est convaincu dans son raisonnement, il est convaincu dans son vote. LFI n'a jamais été aussi dur avec un autre parti qu'avec le PS. Penser qu'un électeur de la France Insoumise est capable de franchir le Rubicon pour aller voter avec Olivier Faure, qui a une alliance qui va de Hollande à plus ou moins Ruffin, c'est une bêtise. Et surtout, aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'après 3 ans de conflit, la question du conflit israélo-palestinien est devenue anxiogène pour la population et ne porte plus autant ses fruits qu'avant. Elle conserve une base très dure, mais ça va pas au-delà. Et on est face à une minorité qui prend énormément d'importance. Mais surtout, il y a quand même une question qui se pose à mon avis. Quand on parle d'un drapeau, ça s'appelle un État. Quand on parle d'un État, il y a des frontières. Quand on parle de frontières, il y a un gouvernement. Alors déjà, quelles frontières ? Le drapeau palestinien, ça concerne Gaza, ça concerne la Cisjordanie, ça concerne les deux. J'aimerais savoir quel drapeau entend Olivier Faure. Et je voudrais lui poser une question. Quel régime ? C'est le drapeau du Hamas qui a gagné les élections à Gaza, quand même, faut le rappeler. Bon, depuis qu'il les a gagnés, il n'y en a plus jamais eu. Oui, c'est 2012, j'ai un doute sur l'année, mais c'est assez ancien, oui. Ou le Fatah, en Cisjordanie, où le système est corrompu jusqu'à la moelle. C'est lequel qu'il a ? Alors, ça, c'est comme une question contradicteur sur ce sujet. Il joue sur cette confusion, mon cher Philippe, et en réalité, Olivier Faure ramasse tout ce qu'il peut. Bon, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que certaines personnes puissent appréhender la question palestinienne d'un point de vue de la population et non pas des groupes politiques, de la même manière que certaines personnes peuvent aussi aborder la question israélienne en se tenant à l'écart de la politique qui est menée par l'État d'Israël et juste se recentrer sur la question de l'humain et du citoyen qui, lui,
des deux côtés dans une grande détresse. Le citoyen palestinien qui vit sous les bombardements depuis 3 ans et le citoyen israélien à qui on vole la jeunesse de ses enfants, à qui certains on a volé leur famille sans leur rendre et qui vivent dans cet état de stress et de guerre permanent depuis plus de 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire je suis bien d'accord, mais pour qu'il y ait la paix, c'est très simple. C'est les deux drapeaux. Libérer les otages, premier point. Et deuxième point, que le Hamas dépose les armes. Mais il y a 2 conditions. Mais on se heurte à la réalité des relations géopolitiques internationales. C'est sûr que quand on voit qu'il faut frapper les chefs du Hamas au Qatar, permettez-moi de vous dire que ça pose quand même un peu question sur nos relations avec ce pays, non? Mais ça pourrait aussi poser des questions sur les relations d'Israël avec le Qatar, qui les a normalisées ces dernières années, qui en entretient des très bonnes aussi, et qui a choisi de le faire. Ses relations avec l'Azerbaïdjan sur le dos des Arméniens. On est d'accord aussi, vous voyez. Vous ne croyez pas, Philippe, que la politique d'Israël aujourd'hui et depuis quelque temps est de nature à exacerber toute possibilité d'éradication du Hamas. Je veux dire, devant ce qui se passe à l'heure actuelle, il est peu probable qu'il plie. Non mais il y a quand même une question qui se pose. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, qui s'appelle le Hamas, qui veut vous anéantir, vous discutez, vous, avec des gens qui disent « je veux tous vous tuer ». Vous, Philippe Bilger, vous êtes à l'Élysée, vous avez un chef d'État qui dit « moi, je veux vitrifier la France de la carte à l'arme nucléaire dès que j'ai l'arme nucléaire ». Vous le laissez faire, vous parlez avec lui? Non, mais... Moi, non. Un petit mot sur l'Espagne, peut-être, sur cette manifestation. C'est important d'en parler aussi. Je ne comprends pas le socialisme espagnol. C'est le pays le plus inféodé à une vision partiale, partisane de la géopolitique. Qu'est-ce qu'ils cherchent à démontrer qu'ils sont capables d'aller encore plus loin? Je sais pas. Samuel, le mot de la fin. Il me semble que le Premier ministre espagnol a félicité les manifestants. Oui. Voilà, ça permet de... Non, c'est le Premier ministre. Premier ministre, tout à fait. Il me semble que ça pose relativement le contexte et l'idéologie du gouvernement. Se pose la question, est-ce qu'en Espagne c'est comme chez nous et c'est à des visées électoralistes? Est-ce qu'il y a une motivation derrière ça? Puis après, la Vuelta, oui, effectivement, a été marquée par de nombreuses étapes qui n'ont pas pu aller à leur terme du fait des manifestants. Bon, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Allez, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et comme un pied de nez aux autorités de santé publique françaises, Carclop, une plateforme de covoiturage, propose des trajets pour acheter des cigarettes à l'étranger. Surveillée de près par la douane, elle est fustigée par les buralistes. Et un buraliste qu'on connaît bien, Philippe Coy, qui est avec nous, président de la Confédération nationale des buralistes. Bonsoir Philippe Coy. Bonsoir l'équipe des Vrais Voix. Bienvenue sur Sud Radio. Donc cette plateforme a été lancée le 11 septembre, qui elle met donc en relation des automobilistes. C'est une sorte de blablacar pour aller chercher, outre nos frontières, des prix moins chers, avec un fondateur qui dit oui, mais c'est pour parer aux problèmes de pouvoir d'achat des Français. Écoutez, ma réaction, elle s'est pas fait attendre. C'est pour nous impensable d'avoir ce dispositif. Vous l'avez très bien nommé, le blablacar de la fraude et du contournement des règles notamment des enjeux de santé publique. Parce que ce monsieur se présente comme un Robin des Bois, des fumeurs. Je vous emmène dans un pays où c'est moins fiscalisé. Mais je rappelle que depuis plus de 20 ans, la France a fait le choix d'une pression fiscale, certes punitive, mais avec des objectifs de santé publique. Donc aujourd'hui, cette offre, pour nous, elle ne nous convient pas, elle ne doit pas convenir aux gens de la santé, parce qu'elle propose de contourner les règles. Et puis, au même moment où... Robin des Bois, pardon, Philippe, à 15% de commission quand même, hein, c'est un Robin des Bois. 15%, et justement, merci de le souligner, parce que je lui fais à ce Robin des Bois une proposition, que ces commissions, il les reverse aux caisses de la sécurité sociale, que la TVA, il la reverse à Bercy, et voilà, les consommateurs seront contents et il aura une action sanitaire. Mais est-ce qu'il est dans les clous lorsque chaque client revient avec une seule cartouche? Malheureusement, c'est ça aussi le problème. Il y a le seuil européen, d'ailleurs son site rappelle quelles sont les normes européennes en matière de transport d'alcool, de produits alimentaires, de tabac. Je rappelle que c'est 4 cartouches, soit 800 unités. Mais ce critère n'est pas le seul élément à la disposition des douanes pour contrôler et verbaliser. Il y a une notion essentielle, c'est que cet achat doit être destiné uniquement à votre consommation. Ouais, c'est ça. Je rappelle à vos éditeurs que si vous achetez 2 variétés de cigarettes, c'est réputé en faire le commerce, et là, c'est verbalisable, bien évidemment. Et ça, c'est quelles actions vous pouvez avoir en 50 secondes?
Alors, en 50 secondes, je ne sais pas, mais en tous les cas, nous avons mobilisé nos services juridiques. Nous travaillons avec des échanges avec l'administration des douanes, parce que, bien évidemment, on ne peut pas tolérer qu'on amène des clients pour contourner les règles fiscales qui pénalisent le commerce de proximité et qui pénalisent les enjeux de santé publique. Merci beaucoup Philippe Coy, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la Confédération nationale des buralistes. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce qui s'est passé ce dimanche à Bordeaux. Marine Le Pen a de nouveau appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale. 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez commenter et partager des débats avec nos vraies voix du jour. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Avec Philippe David, ça va mon Philippe? Ça va très bien, Cécile et vous? Oui, ça va bien. Toujours heureux de retrouver nos auditeurs et les vraies voix et le micro le lundi. Ah oui, c'est un plaisir. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi. Absolument. Ce sont mes jours préférés. Tiens, moi aussi. Mais j'aime bien le samedi et le dimanche quand même. Philippe Bilger est avec nous et Samuel Botton aussi qui est... attendez, parce que expert en communication chez Step Conseil. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Bonjour les enfants. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment. T'as quelque chose à dire? Je suis Darmanin. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Ah bon? Oui. Le tour de table De l'actualité. Philippe, je lis texto ce que vous avez proposé comme sujet, renouvellement de certains ministres qui incarnent la faiblesse de la France. Oui, alors le dimanche, comme certains d'entre nous, je lis les 3 journaux qui paraissent. Dans la Tribune, hier, dans les brèves, j'ai appris une bonne nouvelle dont on pouvait se douter, et j'espère qu'elle sera confirmée, le maintien du couple régalien exceptionnel, de mon point de vue, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, et une mauvaise nouvelle, apparemment, la confirmation de Jean-Noël Barrot comme ministre des Affaires étrangères. C'est un homme très estimable dont j'ai bien connu le père à une certaine époque. Mais à tort ou à raison, Jean-Noël Barrot incarne de manière exemplaire, si j'ose ce terme, l'image de la faiblesse et du déclin de la France, et pas seulement dans ses rapports avec l'Algérie. Quitte à refaire un gouvernement, j'aimerais que le Premier ministre accepta de le recomposer, et je pourrais lui proposer certaines pistes. Je ne serais pas Marie si Elisabeth Borne en partait, par exemple, mais donc il est fondamental qu'il accepte de faire partir certains ministres qui ont démérité clairement. Bon, ça, permets-toi de vous dire, Jean-Noël Barrot, dans ces cas-là, je pense qu'il faut rebaptiser le ministère des Affaires étrangères et le rebaptiser ministère de la riposte graduée qui ne marche pas, ou le ministère de l'humiliation permanente face à l'Algérie. Je crois que ce serait bien. Mais on en avait parlé la semaine dernière. S'il garde les plus mauvais, le cornu est cuit. Enfin, excusez-moi, mais on est déjà sur un gouvernement de second couteau. Le prochain sera un gouvernement de troisième couteau. Et c'est dans la logique des choses. Aujourd'hui, vous êtes face à un Premier ministre qui se retrouve dans cette position par défaut et qui, en plus, ne suscite pas l'adhésion parce que proche du président. Tout ce que les oppositions ne voulaient pas. Penser que des grosses têtes puissent rejoindre ce gouvernement, le maximum du maximum, ça reste Darmanin. Même Retailleau, excusez-moi, c'est un second couteau. Il est arrivé à ce poste de ministre par défaut et parce qu'il n'y avait plus personne d'autre dans l'entourage du président qui avait la légitimité à. Mais aujourd'hui, je ne peux pas imaginer un gouvernement de compétition pour le prochain. Je vais être très honnête avec vous, Philippe. Est-ce qu'il n'est pas devenu un petit peu plus senior, si je puis dire? Oui, non. Retailleau, je ne suis pas il a bien joué sa carte. Il a bien joué sa carte, mais il la joue d'un point de vue communication. Sur les résultats, on est dans la même lignée de ce qui a été fait jusque-là aujourd'hui. Et les résultats sont bons. Hein. Oui, mais de me faire croire que Retailleau est un premier choix pour ce ministère de la part du président et des premiers ministres successifs qu'il y a eu, c'est pas vrai. Dans la configuration politique actuelle, c'est un premier choix. Ah ouais. Oui, dans la configuration politique actuelle, mais ça renvoie au niveau que nous avons en ce moment. Je vous trouve un peu sévère, Samuel. On peut trouver de meilleurs seconds couteaux que ceux d'aujourd'hui. Désolé, Samuel, là, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, il y en a 3 qui tenaient la route dans ce gouvernement. Il y en a un qui peut pas retourner un poste de ministre puisqu'il est devenu Premier ministre, c'est le cornu. Il y a Retailleau et il y a Darmanin. Ouais. Tout le reste, désolé,
Et ce qui fonctionne, c'est le combo de Retailleau Darmanin ou Darmanin-Retailleau, c'est clair. Et vous noterez que tous les autres, je serais incapable de vous citer plus de 6 noms du gouvernement actuel. Eh ben voilà, eux non plus. Enfin, le gouvernement Bayrou à l'époque. Philippe David, le député insoumis sur la gauche, Zavata. Alors oui, ça m'a beaucoup fait rire. C'est un député insoumis qui a gardé l'anonymat. Parce que dedans, il critique Mélenchon, donc pour préserver ses arrières, c'est quand même... Et il a eu cette phrase très drôle. En ce moment, c'est la gauche Zavata. Tondelier fait la clown, Mélenchon veut gagner par magie, Glucksmann crache du feu, et Faure fait le contorsionniste entre la gauche et les macronistes. Le problème, c'est que les fauves sont sortis de la cage. Et j'ai trouvé la métaphore avec le cirque Zavata très intéressante. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé à la fête de l'humanité ce week-end, et ça fait quand même un drôle d'effet. De voir Olivier Faure, patron du Parti Socialiste, conspuer encore plus que Dominique de Villepin avait été acclamé à la même fête l'an dernier. Ce qui est quand même terrible. Un homme qui vient de la droite, Dominique Galouzeau de Villepin en plus, qui était acclamé à la fête de l'humanité, et la Faure qui s'est pris un vent, mais monstrueux. Et vous aviez tout le monde qui s'entretuait, mais dont ils nous disent qu'ils seraient capables de gouverner ensemble. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Lucie Castet, je suis preneur, j'en ai pas eu depuis quelques temps. Et c'est vraiment grotesque. J'ai trouvé que la formule de ce député, moi j'estime qu'il devrait sortir de l'anonymat, parce qu'il a une bonne chance de gagner le prix de l'humour politique. Mais il devrait se méfier parce que Sofia Chikero a des moyens redoutables pour identifier les députés qui profèrent des choses scandaleuses contre le grand chef Mélenchon, et il passera un mauvais quart d'heure. Samuel Botton. Je veux juste rebondir sur le point. Dominique de Villepin a été acclamé quand il y allait. Pour une simple et bonne raison, c'est le soutien sans faille dès le début qu'il a affiché à la reconnaissance d'un État palestinien et au traitement de la population là-bas. Je pense que c'est la seule raison. Maintenant, moi, je vais vous dire qui est Dominique de Villepin et comment je l'ai vécu dans ma jeunesse. Pour moi, Dominique de Villepin, c'est le mec qui m'a fait sortir dans la rue quand j'étais au lycée à cause du CPE, le contrat première embauche. Que 15 ans plus tard, on en soit à acclamer ce type de profil et à réclamer sa candidature à une présidentielle en oubliant tout ce qu'il a fait ou n'a pas fait quand il a été Premier ministre, plus la traversée du désert derrière et ses intérêts financiers aujourd'hui, je trouve qu'on nage en plein délire. Et concernant la question des socialistes, comme je vous l'ai dit, le socialiste est le plus gros ennemi de l'insoumis. Donc ça ne me surprend pas que Faure se soit fait huer. Voilà, comme ça ils sont rhabillés pour l'hiver. Samuel, puisque vous avez la parole, la candidature de Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon. Tout à fait. Alors c'était dans les tuyaux depuis un bon moment et ça m'a fait poser beaucoup de questions. J'ai même tendance à penser que... Est-ce que ça vous a surpris quand même, Non, il n'y a rien de surprenant parce que je pense que... Alors Jean-Michel Aulas était un animal de l'entrepreneuriat et je pense qu'il a toutes les qualités pour être un animal politique aussi, mais surtout il a un vrai point d'équilibre, c'est-à-dire c'est peut-être aujourd'hui le seul homme issu du privé que je peux imaginer sur une municipale susciter l'adhésion de tous, ou presque. On peut laisser les écologistes de côté pour des raisons évidentes, ils sont sortants et ils voudront sans doute y retourner, mais la droite, les socialistes, tendance Gérard Collomb à l'époque, et quelques autres, et même la société civile, je l'imagine d'un soutien unanime à Jean-Michel Aulas, parce qu'il a toutes les cartes en main aujourd'hui. Il a été un président de l'Olympique Lyonnais historique avec des résultats, il a pris ce club en D2, il a ramené en D1. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Alors les femmes, je ne vous en parle même pas, sur tout le travail qui a été fait par Jean-Michel Aulas. Gagné, je crois, chez les Exactement. Il y a le volet entrepreneurial sur lequel il a été extrêmement présent. Il a introduit son club en bourse. Si je devais lui reprocher quelque chose, c'est la manière dont il a vendu l'Olympique Lyonnais. Mais ça ne me surprend pas tant que ça. Et aussi le nombre de fois où il a battu l'OM, comme vous êtes supporter de l'OM. Je pense qu'on est plus ou moins à l'équilibre sur les confrontations, Philippe. Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, il a énormément de qualités qui peuvent faire de cette municipale pour lui une voie royale. Philippe Bilger. Je suis d'accord. J'ai quelque chose de fondamental à lui reprocher. Il ne répond pas au courrier qu'on lui adresse. Mais pour le reste, il est assez remarquable et je rejoins totalement ce qu'a dit Samuel et Philippe. Est-ce que c'est une nouvelle version du maire de demain, justement, de cet engagement ? Alors, ça l'est, et nous, on l'avait déjà eu à Marseille en 2014. Pape Diouf s'était présenté. Alors, à l'époque, l'ancien président de l'OM. L'ancien président de l'OM, c'était une candidature qui a été faite pour faire plaisir à Gaudin et pour disperser les voix de gauche. Mais c'était déjà les prémices. Et puis surtout, aujourd'hui, trouver ce type de personnalités qui font autant l'adhésion dans une ville, c'est très très rare. Et c'est peut-être un profil qui manque à Paris pour la prochaine. Alors, c'est sûr qui que peuvent décevoir. Je ne connais pas c'est qui tout double. Je ne connais pas personnellement Jean-Michel Aulas, mais déjà réussite dans les affaires exceptionnelles avec Cégide, son groupe de conseils informatiques.
réussite exceptionnelle dans le football. Alors je vais mettre un petit bémol, il n'a jamais atteint une finale de Coupe d'Europe. Ça s'est joué souvent à très peu de choses pour les Lyonnais. La méchanceté que vous avez. Non mais c'est vrai, c'est la petite chose qui manque, c'est qu'il n'ait pas eu une finale, parce qu'ils auraient largement mérité de faire une finale. Je tiens à rappeler que c'est le seul club qui a été champion de France 7 années consécutives quand même, ce qui est un exploit exceptionnel. Mais moi ce qui compte à mon avis, c'est de voir ce que va devenir Lyon, parce que Lyon a été la plus grande ville de France à passer dans les mains des écologistes, puisque c'est quand même la plus grosse ville écologiste de France, de voir ce que ça va donner, mais pas qu'à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, à Grenoble, dans toutes ces villes qui sont passées écologistes, où quand même beaucoup de choses ont changé. J'ai hâte de voir ce que vont dire les électeurs dans quelques mois. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur le Rassemblement national qui appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Une issue inévitable selon Marine Le Pen. C'était ce week-end, en tout cas ce dimanche à Bordeaux. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. On est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui. On espère que vous avez passé un très très bon week-end. Avec nous Philippe Bilger, bien entendu, Samuel Botton. Et puis vous, aux oreilles 826 300 300. Et tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes censés avoir Pierre-Louis Bournou qui n'est pas avec nous. François-Louis, pardon, qui n'est pas avec nous, et on va faire ce lancement sans lui. Ce dimanche à Bordeaux, Marine Le Pen donc a de nouveau appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale. À ce jour, plus de 8 sympathisants sur 10 se prononcent pour de nouvelles législatives ou le départ du chef de l'État. François-Louis Bournou qui est avec nous. Non, il a raté sa chronique. Voilà, c'est avec nous. Ah oui, Jean Petot est avec nous. Ah non, c'est de ma faute, pardon, il y a un petit problème. Allez, pour la chef de file du Rassemblement national, le ton donc est donné, dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale. Lors de son discours de rentrée donné hier devant son parti, Marine Le Pen a indiqué qu'il fallait un retour aux urnes. On est avec Jean Petot, politologue. Bonsoir Jean. Bonsoir, bonsoir. Pardon, parce que bonsoir, là, on s'organise avec la nouvelle équipe et je me suis un peu raté. C'est pas grave. Jean Petot. Vous vous souvenez de moi? Bah oui, je me souviens de vous, bien entendu. Vous je me souviens de vous. Absolument. Alors, que peut-on imaginer? Marine Le Pen demande cette dissolution. D'abord, Jean Petot, est-ce qu'il faut, selon vous, aujourd'hui, ou laisser du temps au nouveau Premier ministre, ou une dissolution? J'aurais tendance à dire qu'il faut donner sa chance au produit, tant est que l'expression ait une quelconque pertinence dans une scène politique qui est quand même à peu près dévastée. Et Marine Le Pen, elle est dans son rôle, elle est dans sa stratégie, et c'est tout à fait dans l'ordre des choses qu'elle demande une dissolution, même si on a entendu lors de son intervention pour le débat sur la motion de confiance refusée à François Bayrou, elle sait bien que son sort personnel serait impacté par une dissolution, puisque compte tenu de la décision en première instance du tribunal de Paris, elle ne pourrait pas se présenter à une élection législative. Philippe Bilger. Jean, on sait en général que Marine Le Pen aime se décider le plus tard possible dans sa stratégie, et là apparemment elle sait depuis longtemps ce qu'elle a décidé de faire. À votre avis, la demande de dissolution, c'est la seule possibilité qu'elle a compte tenu de tous les paramètres qui sont les siens, et notamment le paramètre judiciaire? À votre avis, aurait-elle une autre opportunité? Elle peut aussi demander la dissolution et faire que son parti demande la dissolution en estimant qu'elle est peu probable, cette dissolution. Et d'une certaine manière, avec ce décalage, avec cette différence entre les propos et la réalité qui est celle à laquelle elle est confrontée, eh bien, elle ménage d'une certaine façon les apparences. Hein. Mais vous avez raison, Philippe. Elle qui était plutôt habituée aux décisions un peu soudaines au dernier moment, eh bien là il y a une stratégie qui est claire,
mais qui est, je pense, uniquement dictée par la présidentielle. Mais Jean Petot, est-ce que demander une dissolution, c'est pas un très mauvais choix tactique ? Pour une bonne et simple raison, c'est que vous avez un budget infaisable. La France qui vient d'être dégradée par Fitch. Est-ce que le mieux, vous me passerez l'expression, ce serait pas de dire on demande la démission du chef de l'État qu'il ne fera pas pour que l'actuelle majorité, ou plutôt minorité, subisse toutes les conséquences de sa politique. Rappelons quand même que ça n'a pas été dit évidemment par Emmanuel Macron, mais que s'il a dissous en juin de l'an passé, c'était parce que le budget était infaisable et qu'il voulait refiler les clés du camion RN, qui se serait planté, il aurait dit, voyez, ils sont incompétents. Est-ce que, stratégiquement, c'est pas une grosse erreur de Marine Le Pen de demander une dissolution ? C'en est une, sauf si elle parie sur le fait qu'il n'y en aura pas. Vous pourriez être psychanalyste en plus de politologue, Jean Petot. Donc de demander la dissolution et la démission, c'est un leurre en fait. Mais Cécile, on a bien compris qu'il y a beaucoup de jeux de posture dans cette situation. C'est ce qui, je crois d'ailleurs, participe du fait que les Français, globalement, dans leur grande majorité, en ont un peu ras-le-bol de ce théâtre d'ombre-là. Au sens où finalement, tout cela nécessite un décryptage, ce qu'on appelle des lectures un peu au second ou au troisième degré. Marine Le Pen peut demander la dissolution et il y a une forte probabilité que le Parti Socialiste ne renverse pas le gouvernement le corps nul. Pourquoi ? Parce que le Parti Socialiste ne peut pas se permettre une dissolution. Donc à partir de ce moment-là, chacun se tient un peu par la barbichette, quoi. Samuel Botton. Vous voyez, Jean, j'étais relativement d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf la dernière phrase. S'il y a bien un parti qui peut se permettre une dissolution aujourd'hui, je pense que c'est le Parti Socialiste et qu'il y aurait tout intérêt pour commencer enfin une guerre avec LFI. Maintenant, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'on peut demander une dissolution en sachant qu'elle n'arrivera pas. Moi, ce qui m'interroge, c'est que dans tout ce carcan médiatique de la part de nos politiques, tous perdent de vue le point central qui les attend dans 6 mois et qui va être une élection d'une haute importance, je l'ai dit, je le redis sur ce plateau, les municipales. Et aujourd'hui, la question, c'est comment RN et autres forces politiques peuvent-elles faire abstraction des considérations parlementaires que nous avons actuellement pour se concentrer sur cette élection et faire en sorte, à minima, d'essayer de réenchanter le lien qu'il y a avec les Français d'un point de vue politique. Oui, je partage complètement votre analyse. Le résultat de ces jeux qu'on peut appeler presque des jeux de dupes, c'est que on perd ce qui normalement devrait constituer le débat démocratique et le débat électoral. Souvenez-vous que la présidentielle de 22 a aussi escamoté le débat électoral. Oui. Et à chaque fois, si vous voulez, on se trouve avec des questions, des sujets qui sont reportés au coup d'après. Mais la réalité, c'est que le coup d'après est toujours, j'allais dire, embrumé par la situation actuelle. Ce sont des contextes et des configurations qui sont très compliqués. Mais Jean Petot, il faudrait quand même clarifier finalement le programme de chaque parti aussi. Ça a été tellement aujourd'hui, on ne sait plus. Un coup on est LFI, on n'est pas LFI, on est à gauche, on va plus large comme le veut François Hollande sur Cazeneuve, d'autres ne veulent pas. C'est quand même un peu flou. Oui, ça rappelle assez furieusement le contexte de la 4e République, où vous aviez 2 grandes masses politiques qui constituaient à elles deux quasiment un tiers, si c'était pas la moitié de l'électeur de l'Assemblée, les gaullistes d'un côté, et les communistes. Côté les communistes, et puis au milieu une espèce de troisième force qui passait son temps à faire des gouvernements à géométrie variable avec des espèces d'assemblages assez étonnants où vous aviez à la fois des anticléricaux forcenés qui vous titulaient associés aux Républicains populaires, au MRP, et puis tout ça sautait tout de suite, voilà. Tout de même, Jean, moi qui adore la politique politicienne, je trouve que la période est passionnante et elle a un caractère très singulier parce qu'on n'a jamais autant parlé durant un mandat d'une solution suprême qui serait le départ du président en cours. C'est cela qui donne tout de même un caractère très particulier à cette péripétie.
Et Philippe, juste un mot, si c'était le cas, je crois que cette crise politique se transformerait en crise institutionnelle. Alors je terminerai par une citation d'Édouard Herriot, je vous l'ai déjà faite, vous saviez qu'il était maire de Lyon pendant près de 60 ans. Et il disait, la politique c'est comme l'andouillette, pour que ça soit bon, il faut que ça sente un peu la merde, mais pas trop. Et ça n'était pas une andouille. Eh ben, c'est une très belle chute, Jean Petot, politologue. Il a dit ça parce que la spécialité de Lyon, c'est la quenelle et pas l'andouillette. Ouais. Allez, merci beaucoup, Jean. Merci mille fois à chaque fois de nous éclairer avec tant de bonheur. Et vous restez avec nous dans un instant. On reviendra avec le coup de gueule de Philippe David. Je vais gueuler, il n'y a pas d'autre mot, contre le grand déclassement. Et celui-là, on se le prend, comme disent les Belges, en pleine face. Et en attendant... Eh bien, tout de suite, Grégoire Taricot, comment transmettre son entreprise ? Ben voilà, tout de suite. Fininfra Invest. Optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise ? Céline Boissard, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Fininfra Invest, un cabinet spécialisé dans la cession des PME. C'est notre thème du jour. On va parler ensemble de transmission d'entreprise avec une première question pour vous, Céline. Comment estimer la valeur de son entreprise ? Bonjour Grégoire. Alors, la valeur de son entreprise, c'est un petit peu le socle de départ. Elle doit être à la fois réaliste, argumentée et justifiable sur la base d'éléments objectifs. Le prix, à savoir ce que l'acquéreur va payer, dépend à la fois d'une négociation, du contexte du marché de l'entreprise, mais également du profil de l'acquéreur. On peut la faire seule, cette estimation, Céline, ou alors il vaut mieux être accompagné ? Alors, en général, un dirigeant d'entreprise va naturellement se tourner vers ses conseils habituels. Mais quand on rentre dans un processus de cession, il est important de faire appel à un expert de la transmission parce qu'il va identifier les attentes des acquéreurs, il connaît également les marchés, les risques et les opportunités. C'est un regard extérieur qui évite des erreurs classiques telles que la survalorisation affective. Eh oui. C'est un peu comme une expertise immobilière, c'est un repère neutre et objectif, le fait de faire appel à un expert de la transmission. Ça va permettre de conditionner la suite du processus aussi, la crédibilité de votre dossier de présentation, et puis la négociation et la posture future du dirigeant. C'est quoi les méthodes de valorisation les plus utilisées ? Alors, il y a deux grandes familles qu'on va retenir aujourd'hui. Il y a une approche par la rentabilité et puis une approche patrimoniale. L'approche par la rentabilité, son principe repose sur le fait que la valeur d'une entreprise dépend de sa capacité à générer du résultat et de la trésorerie. Okay. En gros, on va partir de l'EBE ou de l'EBITDA auquel on va appliquer un multiple en fonction du secteur d'activité. On va ajuster avec des retraitements et on va également tenir compte de la trésorerie nette, à savoir trésorerie moins les dettes. Ensuite, on a l'approche patrimoniale. Dans ce cas-là, on va valoriser le patrimoine réel de l'entreprise. On va également ajuster avec des retraitements. Et puis, c'est un peu comme un bilan de cession, la photo du vrai patrimoine le jour J. Voilà, donc c'est utile dans le cas des sociétés à fort actif. Ces deux approches, elles sont complémentaires ? Alors, elles sont complémentaires, on les croise pour proposer une fourchette réaliste de prix. Et est-ce qu'on peut booster la valeur de son entreprise avant la vente ? Alors, bien sûr, c'est tout l'enjeu de cette phase de préparation. La valorisation, c'est aussi un outil de pilotage qui va permettre d'actionner des leviers, comme on a pu le voir, tels que la rentabilité, mais aussi la structuration de votre entreprise, la dépendance à certains de vos clients, la dépendance à son dirigeant, sécuriser des actifs immatériels. L'idée n'est pas là d'aller gonfler artificiellement la valeur de votre entreprise, mais plutôt de révéler ce qui fait la vraie valeur de votre entreprise. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez en matière de valorisation ? Alors, pensez que seul le prix compte. Il faut aussi regarder les conditions, les modalités de la vente. Et puis ensuite, certains cédants sont déçus. Ils me disent que le prix proposé par l'acquéreur est trop bas. Il faut savoir qu'en l'absence d'une valorisation sérieuse, argumentée, on peut parfois passer à côté d'une offre d'un acquéreur pertinente. Et par ailleurs, les repreneurs demandent parfois, ou voire même souvent, à ce qu'une partie du prix de cession soit fractionnée dans le temps. Et pour des dirigeants de PME, c'est incompréhensible. Ouais. Alors les clauses de complément de prix, comme on appelle ça, sont de plus en plus courantes. Elles permettent souvent
d'obtenir un prix global plus élevé. En quelques mots, Céline, qu'est-ce qu'il faut retenir pour bien valoriser son entreprise ? Alors, une bonne valorisation d'entreprise n'est pas celle que l'on rêve, mais c'est celle que l'on va expliquer, argumenter et être capable de concrétiser à travers une négociation. Être le plus clair possible. Merci beaucoup, Céline Boissard. Comment transmettre son entreprise ? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME. Et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Oh, le grand déclassement. Lui, il existe. Et je vais vous le démontrer. Allez, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de Philippe David, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et vous 0826 300 300. On a envie de vous entendre aujourd'hui. N'hésitez pas à nous appeler et on sera très heureux de vous accueillir. Par exemple, si vous avez envie de critiquer Philippe David. Avec plaisir. Avec plaisir. Afuera, Philippe David. Allez, tout de suite, son coup de gueule. Afuera. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt le beffroi au milieu de la capitale, puisque c'est à Bruxelles que nous allons aller ce soir. Pourquoi Bruxelles ? Parce qu'un long article du Figaro, publié hier soir, résume parfaitement la situation de notre pays. Son titre : dette, instabilité politique, le grand déclassement de la France dans les institutions européennes. Un déclassement qui nous a explosé au visage quand Ursula von der Leyen a été négociée avec Trump, ou plutôt capituler face à Trump, sans même consulter la France et en sacrifiant les intérêts français au profit des intérêts allemands. Un déclassement qui nous a encore explosé au visage, avec la validation par l'UE de l'accord avec le Mercosur, alors que la France, toute tendance politique confondue ou presque, y est opposée. Un déclassement qui nous est encore revenu en pleine face vendredi dernier, lorsque l'agence de notation Fitch a une nouvelle fois déclassé notre pays. Un déclassement qui a des causes multiples et variées, à commencer par une classe politique pas au niveau, qui a conduit notre pays à la faillite en étant incapable de faire un budget en équilibre sur les 51 dernières années. Un pays qui doit compter sur ses créanciers pour boucler ses fins de mois, et qui ne peut donc pas trop la ramener vu ses performances économiques ou politiques calamiteuses. Malheureusement, il n'y a pas que dans les institutions européennes que la France est déclassée, puisqu'elle est partout ou presque. Que ce soit en termes d'influence, on l'a vu dans le précaré africain où nous avons été virés pratiquement de partout. Des classements internationaux, les classements en termes d'éducation PISA et TIMSS nous le rappellent à intervalles réguliers. De niveau de vie des Français, quand on voit que nous sommes passés de la 13e place de PIB par habitant dans le monde à la 24e aujourd'hui, et de prestige lorsque les images d'émeutes urbaines pour tout et n'importe quoi, y compris une victoire en football, inondent les écrans du monde entier. Ce coup de gueule aurait finalement pu s'appeler, pour paraphraser Daniel Balavoine, le SOS d'un Français en détresse. À votre avis, Philippe, de tous ces déclassements, quel est celui qui vous apparaît le pire ? Le prestige international et l'économie. Les deux. Franchement, là, c'est le pire. La France, aujourd'hui, dans l'économie de la France, l'industrie, c'est la même chose qu'en Grèce. 9%. Pas besoin de faire plus de commentaires pour comprendre le plantage complet qu'on a dans ce domaine, non ? Ouais. Et pour le prestige, je peux vous dire que quand on voit les Champs-Élysées à feu et à sang, quand le PSG gagne la Ligue des Champions, moi j'ai des amis dans pas mal d'endroits dans le monde, ils me disent « mais t'habites un pays de malades ». Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde ? Et je leur dis, t'as raison. Mais c'est quand même une réalité, non, Samuel ? Oui, et ça me fait aussi penser à une chronique ce matin sur Sud Radio de Françoise Degois face à Patrick Roger, quand elle disait le problème des Français, c'est qu'aujourd'hui ils sont sursollicités d'informations. Et je suis en même temps d'accord avec tout ce que vous avez énoncé dans votre chronique, et en même temps, il y avait beaucoup d'informations à digérer, Philippe. Et je pense que c'est ça le problème, c'est-à-dire aujourd'hui, déjà, il faut se regarder dans un miroir. Nous sommes, nous Français, les premiers responsables de ce qui nous arrive, parce que dans les urnes, nous ne l'avons pas forcément traduit de la bonne manière, la clarification utopiste qui était attendue par le président. C'est ce qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis de l'opinion internationale. Aujourd'hui, vous regardez la France, tout le monde sait que c'est un pays qui est
ingouvernable aujourd'hui dans les faits. Sur les questions budgétaires, ma foi, ça fait des années. Et même ceux qui ont contribué à nos errements budgétaires se sont retrouvés à nous alerter sur la faillite qui nous attendait. Je pense en l'occurrence à François Bayrou. Et après, oui, le déclassement pour les Français, il est présent, mais il est présent à plus d'un titre. Vous avez choisi de parler de l'Union européenne. Moi, je vous parlerai du reste, le PIB par habitant. Parce qu'on était 13e. Alors, il y a des petits pays auxquels on peut pas être comparé. Je pense au Luxembourg, par exemple. Là, c'est pas comparable. Mais par rapport aux grands pays, on était 13e mondiaux en 1980. Aujourd'hui, on est 24e. Et on paye des instabilités gouvernementales. Vous avez parlé de l'éducation. Combien de ministres de l'éducation sur les 8 dernières années? Je crois qu'on en a eu quoi, 8, on est 9 6e, là. Enfin... Oui, là, sur ces derniers sur le dernier quinquennat, oui, là, il a eu beaucoup. Donc voilà, oui. quand vous avez aucune ligne directrice, à un moment, vous le vivez, le déclassement. Mais attention, on n'est pas le seul pays de l'Union européenne, ni même le seul pays du monde à avoir ce sentiment. Allez demander aux Américains ce qu'ils en pensent, eux, de leur sentiment de déclassement. Je pense qu'on est plus ou moins... Alors que les Américains ont été beaucoup moins déclassés que nous, parce qu'ils sont quand même encore la première puissance du monde. Oui, mais parce qu'ils vivent à crédit, les Américains. Alors, je vous parle pas de l'État, je vous parle de la population. Oui. Le citoyen américain aujourd'hui, il a 10 cartes de crédit et 15 crédits en cours. Ça, c'est quelque chose que vous voyez plus rarement en France, même si des organismes... Oui. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les Américains aussi, ils ont une chose, pour que leur pays État vive au-dessus de ses moyens, c'est le rôle du dollar. Ça, c'est quand même aussi une réalité que nous, on n'a pas. Surtout qu'à mon avis, la BCE, nonobstant le fait que sa présidente soit française, va pas nous faire de cadeaux. Mais ça, c'est mon point de vue. Allez, vous restez. On a bien râlé, hein. Ouais, on a bien râlé. Mais ça vous détend. C'est une petite thérapie quand même de râler, vous le savez quand même. Oui, c'est très français. C'est très français. Mais au moins, il faut qu'on apprenne des choses. Et tu sais, ce qui me fait du bien, c'est que chaque fois, mes contradicteurs sortent du studio et disent « Mais franchement, c'est lui qui a raison ». Il n'y en a jamais un qui se dise que j'ai tort. Vous avez entendu ça? À vous, à chaque fois. Non, je n'ai pas ce souvenir. Alors, je n'ai pas été clair. Non, je vais vous donner le téléphone de mon otorino à laryngologiste, ça vous fera du bien. Bah non. Non, bah non. Je pense qu'il faut en revanche que vous alliez le revoir. Mais pour le coup, allez. Vous la soupçonneriez d'être incompétente? Oh non, d'être très gentil avec vous. Voilà, exactement. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette histoire. Finalement, le contribuable doit-il payer de plus en plus les frais des anciens ministres? Et jusqu'où allons-nous devoir payer, Philippe? Et à cette question, comité Théodule, l'agence d'État, privilège des anciens élus, faut-il mettre fin à ces gaspillages? Vous dites oui avec le score qu'on peut qualifier de nord-coréen de 99%. Vous voulez réagir? Le 0826 303 ans, surtout si vous faites partie du pourcent qui reste. Bah oui, on a envie de vous entendre. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et vous, 0826 300 300, les vrais voix, on est ensemble jusqu'à 20h avec autour de cette table magique Philippe Bilger qui est avec nous, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Ça va, Philippe Bilger? Très bien, ma chère Cécile. J'arrête pas de confondre les deux là. Déjà il a de la chance d'en bénéficier. J'allais dire que c'était pas très sympa pour moi. Si ça peut vous aider, Cécile, il y en a un qui a plus de cheveux que l'autre. Ouais. Oui, et c'est pas le plus jeune. Mais à nous trois, on a les 3 stades de la calvitie, vous voyez. Oui, c'est... Sauf qui peut. En fait, le problème, c'est qu'il faut compter. On ne peut plus faire des allusions un petit peu discutables. J'envie cette calvitie qui, paraît-il, a des attributs fabuleux. Vous saviez ce que disait Chirac, Philippe? Non. Ça me touche un Philippe sans faire bouger l'autre Philippe. Quelle qualité fabuleuse la calvitie, cher Philippe. Donc vous faites preuve quotidiennement. Allez, restez avec nous. On va revenir sur cette question. Combien coûte aux contribuables l'inflation des agences d'État, des comités Théodule, des privilèges d'anciens ministres, Philippe? Oui, à cette question. Comité Théodule, agence d'État, privilèges des anciens ministres, faut-il mettre fin à ces gaspillages? Vous dites oui encore et toujours à 99%. Vous faites partie du pourcent qui dit que non, ça sert pas à grand chose, c'est des broutilles. Venez nous le dire au 0826 300 300. Une voiture de fonction à vie, une sécurité à vie, un chauffeur à vie.
Quand on a été Premier ministre 3 mois, est-ce que ça justifie qu'on ait une voiture de fonction à vie, une sécurité à vie, un chauffeur à vie? Bien entendu que non. Moi, je suis pour la suppression de toute forme de privilèges. Oui, sachant que Jean Castex, lui, il y a renoncé, pas vous. Oui, il y a renoncé parce qu'il est pris en charge par l'institution qui sert aujourd'hui. Il a renoncé immédiatement, il prend le métro, il a plus de chauffeur. Écoutez, c'est une bonne chose qu'il fasse fonctionner à l'époque l'administration dans laquelle il servait, c'est-à-dire la RATP. Mais pas vous n'y avez pas renoncé, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais parce que je n'ai pas cette fonction-là. Les vraies voix Sud Radio. Alors Philippe Bilger, est-ce que selon vous... Pardon ma chère Cécile, j'entends Dominique de Villepin, parfait exemple de l'hypocrisie politique. Non, mon premier mouvement, et pas du tout pour stimuler un débat qui n'a pas besoin de moi, c'est de dire, mon Dieu... c'est absurde, c'est démagogique et ça risque de rendre encore plus proche, plus familier, plus vulgaire le lien entre le citoyen et les gens de pouvoir. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire que personne ne comprendrait et le pouvoir lui-même n'oserait pas ne pas approuver la suppression de ces avantages à vie parce que nous sommes dans une période très particulière où l'égalitarisme est devenu une telle exigence qu'en réalité on ne peut plus laisser, même pour la meilleure des causes possibles, passer l'idée d'une supériorité du pouvoir par rapport au commun des citoyens. Samuel Bouton. Non, je pense qu'il faut réévaluer les modalités d'attribution aux anciens premiers ministres sur ce à quoi ils ont droit. Je pense qu'il y a effectivement pléthore de moyens et qu'on pourrait largement les réduire, voire aussi en fonction des postes qu'ils peuvent occuper. C'est-à-dire aujourd'hui, savoir que Gabriel Attal, qui est un ministre qui a été Premier ministre relativement jeune, et que les 30, 40, 50 prochaines années, il sera pris en charge, je trouve que c'est un non-sens absolu, encore plus parce qu'il occupe des fonctions, et des fonctions de parlementaire, et je pense qu'à ce moment-là... surtout 6 mois. 6 mois. Non, mais au-delà des 6 mois, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites le choix de rester dans la vie et dans le jeu politique après avoir été Premier ministre, et que vous avez des mandats de représentation... Vous faites fi de vos avantages, c'est-à-dire vous les laissez, et c'est comme ça. Maintenant, on peut recentrer la question sur autre chose. On en a déjà parlé, Philippe, c'est la question aujourd'hui de notre représentation parlementaire, du nombre de députés, du nombre de sénateurs, des moyens qui sont alloués à ces institutions et qui représentent une somme colossale, beaucoup plus que ce que nous coûte encore, que ce qu'a pu nous coûter Édith Cresson ou d'autres ministres dans le temps qui sont encore en activité. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt donner la possibilité à certains régaliens, c'est-à-dire des ministres des gardes des Sceaux, ministres de l'Intérieur, qui pourraient, même après avoir quitté le gouvernement, être cible. Voilà. Et normalement, c'est à ça que ça sert, dans l'absolu. C'est effectivement une logique de cas par cas, mais c'est surtout, aujourd'hui, prendre en compte quelles sont leurs attributions dans la vie politique. Quelqu'un qui est député, qui est sénateur, qui est ministre, qui est maire d'une ville, celui-là, à part circonstances exceptionnelles et menaces imminentes, j'estime qu'il n'a pas ces droits-là à faire valoir. Sinon, c'est pas uniquement, ma chère Cécile, pour répondre à des menaces possibles. On continue, après la fin du pouvoir, la révérence démocratique et sanctuaire. Il y a une chose. On peut en discuter. Parce que l'écoute des anciens premiers ministres, par rapport au budget de l'État et à la dette, c'est anecdotique. Mais la politique, c'est avant tout des symboles. Voilà. La politique, c'est avant tout des symboles. Alors, c'est comme si vous devez demander à quelqu'un qui quitte une boîte de le payer jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, c'est pas possible. Moi, c'est comme je suis totalement contre les golden parachutes des patrons qui sont plantés, soit dit en passant. Alors qu'il y en a qui touchent des golden parachutes. Je pense qu'on est peut-être pour ceux qui ont échoué, c'est clair. Pour ceux qui ont échoué, et pourtant il y en a qui en ont pris des gros. Bon, mais il y a quand même. Samuel disait une chose vraie. Comment expliquer que les États-Unis, plus de 300 millions d'habitants, 9 millions et demi de kilomètres carrés, aient 100 sénateurs, quand la France, 68 millions d'habitants, 550 000 km² hors dom-tom, a 577 députés. Comment l'expliquer? Est-ce qu'on peut pas réduire un peu la voilure dans ce domaine? Il n'y a pas de raison que la France, qui est 3 fois moins peuplée que les USA, 5 fois moins peuplée que les USA, pratiquement, pardon. Allons à l'efficacité, selon vous. Est pratiquement 6 fois plus d'élus. Mais le problème, c'est que quand vous dites ça, vous vous faites traiter de populiste. Alors c'est vrai,
Comment? Oui, c'est vrai. Mais vous faites traiter de populiste. Joseph Philippe Bilger m'a traité tellement de fois de populiste. Non, mais parfois, je vous en ai félicité. Que j'ai failli finir chez le psy, voyez un peu. Mais tous ces colibets que vous subissez, c'est pas du populisme, c'est du bon sens. Pareil, alors, pour les anciens premiers ministres, je prends 2 exemples. Édith Cresson, elle a été première ministre 1 an, elle a quitté le pouvoir en 1992, c'est-à-dire que ça fait 35 ans, 33 ans, bientôt 34. Comment expliquer quels sont tous les avantages d'un Premier ministre? Laurent Fabius, alors on me dira, il était il n'y a pas longtemps président du Conseil Constitue. Lui, il a quitté l'hôtel Matignon il y a bientôt 40 ans, en mars 1986. Comment expliquer qu'il y ait encore ça? Et alors? Et il a été ministre entre-temps. J'aimerais bien savoir la facture, le montant de la facture. Ça, oui, il faudrait le nommer à la Cour des comptes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de logique et que c'est avant tout des symboles et que les Français, en cette période de faillite ou de quasi-faillite, ont besoin de symboles. Pour se rendre compte, quand même, Dominique de Villepin, puisque vous en parliez tout à l'heure, Philippe, il a été Premier ministre du 31 mai 2005 à 2007 et il touche environ par an 207 000 euros. Il coûte 207 000 euros par an, c'est ça. Hors frais de sécurité. Bernard Cazeneuve, c'est 198 000. Jean-Pierre Raffarin, c'est 158 000 pour 3 ans, entre 3 ans maximum au poste de Premier ministre. Vous avez raison de rappeler ça, Cécile, parce que pour qui s'intéresse à la psychologie et à la personnalité des hommes de pouvoir, on n'est pas étonné que Jean Castex ait été le moins dépensier du lot. Donc ça montre bien que ça renvoie aussi à certaines personnalités qui font dans le somptuaire très volontiers et d'autres sont capables d'une sorte, non pas d'austérité, on leur demande pas ça, mais d'une modération dans les dépenses. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Philippe David, tout à l'heure, c'est qu'à l'échelle d'un État, c'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais à l'échelle du contribuable, c'est énormément d'argent. On est entièrement d'accord, mais vous savez, ça m'a rappelé une phrase, je crois que c'était, il y avait un ministre qui s'était appelé Gaulard, je crois, ou François Goulard, je crois, qui avait été ministre, et qui avait eu cette phrase, il avait gagné, je crois, le prix de l'humour politique tellement c'était drôle, il avait dit ne plus être ministre, c'est s'asseoir à l'arrière de la voiture et voir qu'elle ne démarre plus toute seule. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Les types n'ont pas besoin d'un chauffeur ad vitam aeternam. Non, en revanche, moi, si vous voulez d'oublier ça. Si vous voulez m'en donner un, ok. Moi, j'ai déjà été votre chauffeur, Cécile. C'est vrai. Mais je m'assieds à côté de vous, pas derrière. Vous avez remarqué? Absolument. Mais vous avez raison. La prochaine fois, je m'assierai derrière. C'est pas complètement idiot. Allez, tout de suite, l'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. En tout cas, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais le téléphone au volant vers une suspension du permis dans les Landes. Et Régis Chaumel de Jarnieux est avec nous, président de l'Association française de prévention des comportements sur la route. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est cette nouvelle, le préfet va mettre en place cette nouvelle opération de suspension du permis si vous avez le téléphone à la main. Qu'en pensez-vous ? Alors bonsoir d'abord, bonsoir. Et un petit clin d'œil, bonsoir à Philippe, puisque ça fait des années qu'effectivement vous me faites l'honneur pour notre association de nous interroger sur ces faits de société liés à la sécurité routière. Avec grand plaisir. Pour répondre très directement à votre question, je m'étonne depuis des années que les fabricants d'équipements Bluetooth ne fassent pas de campagne de communication. Alors allons-y sur l'ensemble des médias modernes, sans compter le 4x3, puisqu'après tout dans la rue, c'est encore ce support qui est le plus visible. Et par conséquent, tous ces gens qui ont le téléphone à l'oreille, c'est pratiquement une insulte à l'intelligence humaine et une insulte à tous ces fabricants qui fabriquent des matériels. Il faut croire que personne ne sait que quand on a un véhicule qui n'est pas équipé de Bluetooth, il suffit de dépenser 50 € pour s'acheter un équipement. En fait, ça tombe sous le sens. Et pourtant, on a des gens qui continuent effectivement à décrocher pendant qu'ils roulent, à se baisser pour ramasser le téléphone parce que bien sûr on a raté son geste et il est parti se mettre sur le sol. Quand c'est sur le sol du passager d'à côté, c'est moins grave et parfois c'est sous les pédales. Enfin bref, cette mesure du préfet, je ne sais pas si elle est constitutionnelle, je ne sais pas si le préfet a le droit, mais d'une certaine manière, on fait bien des cartons jaunes et des cartons orange au rugby. On pourrait bien imaginer une suspension temporaire du permis, oui. Pour l'instant, c'est une phase pédagogique sur l'usage du téléphone portable au volant.
Samuel, alors Samuel... Non, j'ai pas le permis, mais je suis assez dur sur ces questions-là. C'est-à-dire, en 2025, encore parler de phase pédagogique sur l'usage du téléphone à la main au volant, je trouve ça aberrant. Quand j'étais petit dans les années 90, c'est un problème qu'on avait déjà. Moi, j'avais un père qui avait un Sony Ericsson, les tout premiers, qui passait sa vie au téléphone. Il s'est fait pénaliser, il a compris, il le fait plus. Aujourd'hui, je ne peux pas m'offusquer de cette mesure. Je suis pour, je suis d'accord. À partir du moment où vous décidez de jouer avec les règles sur un sujet qui nous occupe depuis plus de 30 ans maintenant, il n'y a aucun souci à ce qu'on vous retire votre permis, c'est tout à fait normal. Et vous évoquiez un point sur le fait que les fabricants d'équipements Bluetooth et de téléphones ne fassent pas de campagne de prévention. C'est un sujet qui n'a pas été traité par nos parlementaires. Aujourd'hui, quand vous achetez ou que vous voyez une pub pour une bouteille d'alcool, vous avez des consignes et des réglementations qui sont là. Quand vous achetez un Kinder Surprise, pareil. Par contre, quand vous êtes sur une problématique de santé, puis on vous dit mangez, bougez. Là, on vous dit rien, on vous explique pas que. Alors, je peux comprendre, normalement, on n'a plus à expliquer ça. Mais forcément, quand on fait face à certaines dérives sur la route, il le faut. Et je pense que c'était avec vous que j'avais déjà débattu cet été. Il y a la question du téléphone, il y a la question aussi de l'alcool au volant. Et pareil, quand est-ce que, à un moment, on arrivera à un seuil tolérance zéro? C'est-à-dire aujourd'hui, du 0,26, c'est déjà trop. Il faut arriver à zéro. Calmez-vous cette petite colère. C'est une très bonne initiative, ma chère Cécile. C'est heureux. Il y a des gens qui ne comprennent que par des suspensions et des sanctions. Vous avez raison. Merci beaucoup, Régis Chaumel de Charnieu, d'avoir accepté notre invitation, président de l'Association française de prévention des comportements sur la route. Et à partir de 20h, Magali Berda est avec nous. Bonsoir Magali. Bonsoir. Au programme de cette émission à 20h. Ça va être très mouvementé ce soir. Je préfère vous prévenir tout de suite. Ça va être très chargé. Ouh là là. On reçoit un sacré numéro. Ilan Castronovo, créateur de contenu, combattant de MMA, etc. En face d'Isabelle Roche, députée Horizon de la Moselle, vice-présidente de la commission sur les réseaux TikTok. Et justement, on va parler, est-ce que interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans est faisable? Ah oui, ça c'est une vraie question. Et la députée sera en face d'Ilan qui a sévi ce week-end. Oui, la semaine dernière, ouais. Ça va être mordant. Ça va être très sympathique. Voilà. Il est là et en plus il est très 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 content d'être là. 0826 300 si vous voulez participer à cette émission, vous êtes les bienvenus, c'est à partir de 20h. Merci Magali. Allez, vous restez avec nous dans un instant, on va vous parler associatif bien entendu avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros, le G500. Merci beaucoup Samuel Botton, merci beaucoup Philippe Bilger, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio.